Dans ce journal, le lancement des travaux de réalisation d'infrastructures d'enseignement et de formation professionnelle dans les régions du Burkina, c'est la concrétisation de l'un des engagements du gouvernement burkinabé de mettre à la disposition des entreprises de la main-d'œuvre qualifiée dans le cadre du PNDS et puis soustraire les enfants de la rue. Une annonce faite par le gouvernement en Conseil des ministres. Mais comment compte-t-il s'y prendre quand on sait l'ampleur des cas d'enfants en situation de rue? Quelques éléments de réponse dans ce journal. Et puis le bureau des mines de la géologie du Burkina célèbre ses 40 ans, une commémoration marquée du sceau de la promotion et de la diversification de la production minière au Burkina Faso. Place et rôle du BUMIGEB. Retour sur cette actualité dans ce journal avec un invité, M. Narcisse Tuina, chef de la cellule commerciale et études prospectives pour parler des défis miniers actuels au Burkina Faso. C'est le menu de ce journal. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, c'est l'un des engagements du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS qui se concrétise, celle d'insuffler une nouvelle dynamique dans la formation professionnelle au Burkina Faso pour mettre à la disposition des entreprises une main-d'œuvre qualifiée. C'est parti donc pour la construction d'infrastructures d'enseignement et de formation professionnelle et technique à travers les régions du Burkina Faso. Donc, cette structure seront érigées dans cette localités différentes dont l'inauguration sera effective dès la rentrée académique prochaine, fois du ministre en charge de l'Éducation nationale au lancement des travaux de réalisation de ces infrastructures, donc Akaya, Césaire Carrefour, Aruna Mari. Dans 6 mois, le lycée professionnel de Kaya prendra forme ici à Silmiougou, au secteur 6 de la cité du Cuir. Avec la pose de cette première pierre, le compte à rebours a commencé pour les entreprises. Pour le ministre Stanislas Ouaro, ce projet traduit l'engagement du président du FASO à donner un coup d'accélérateur à la formation technique et professionnelle. Dans ces structures de formation, lorsque vous sortez, vous avez la possibilité d'être immédiatement employé ou de pouvoir vous auto-employer et employer aussi d'autres personnes. Et donc c'est vraiment important qu'on puisse les développer. Le chef de l'État s'est engagé à porter le taux d'accès à ce type de formation-là à 16% d'ici 2020. Et donc c'est ce qui nous amène à faire tous ces efforts-là. L'infrastructure sera bâtie sur une superficie de 10 hectares en 2 phases. Son coût total s'élève à 3 milliards 127 millions de francs CFA. La première phase a mobilisé plus d'1 milliard de francs CFA. Et sur les 10 hectares, le projet que nous allons exécuter actuellement concerne essentiellement ce lot. Donc vous avez ici l'atelier de maroquinerie, l'atelier du génie civil, l'atelier du génie électrique et la gestion des ateliers, plus bien sûr des latrines. Donc vous voyez, c'est environ le quart de la superficie. Donc c'est ce projet qui va coûter environ 1 milliard de francs. Et maintenant, le reste du projet qui va atteindre plus de 2 milliards va s'exécuter certainement plus tard. Ce lancement marque également le démarrage d'un vaste chantier du programme présidentiel. Cette année, le gouvernement prévoit la construction des lycées professionnels de Manga et Zorgo. Des lycées scientifiques seront également érigés à Dédougou et à Koudougou. Un centre de formation technique et professionnelle et un lycée technique sortiront aussi de terre respectivement à Sapui et à Tougan, selon le ministre Stanislas Ouaro. Côté énergie, on annonce enfin le bout du tunnel pour le projet d'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou, en tout cas côté Burkina Faso. Si tout se passe bien, la lumière jaillira de là d'ici à fin mai prochain. La Sonabel dit avoir fini la construction de toutes les infrastructures. On n'attend plus que la partie ghanéenne pour la fin de ce projet lancé en 2011 et qui a coûté plus de 34 milliards de francs CFA, qui devrait générer 100 mégawatts d'électricité, de quoi amoindrir le cauchemar des délestages. Le constat avec Daouda Ouattara et Zalissa Sanfo. Interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou, le bout du fil sera visible en juin 2018. C'est ce qu'annonce le responsable de ce projet aux journalistes, venu comprendre pourquoi la lumière du Ghana tarde à jaillir au Burkina Faso.
C'est depuis 2011 que le projet d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou a été porté sur les fonds baptismaux. La fin des opérations était prévue pour décembre 2015. Hélas, c'était un rendez-vous manqué. Puis, un autre fixé à décembre 2017. Là aussi, la lumière n'a pas vaincu l'obscurité. Mais désormais, la Sonabel rassure. 417 pylônes ont été déjà installés sur les 171 km qui séparent la centrale de Zak-Touli au Ghana. Aujourd'hui, la réalisation est bien terminée, comme vous pouvez constater ici, sur ce terrain-là. La ligne aussi, jusqu'au Ghana même, est terminée. Ils ont terminé aussi la ligne de leur côté. C'est leur point de connexion qui n'est pas encore achevé. Et nous avons bon espoir que nous puissions les finir et que le dernier objectif que nous nous sommes fixés à la mi-juin ou au plus tard à la fin juin puisse être tenu. Le projet d'interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou aura coûté 34 milliards de francs CFA. À temps plein, ce sont 100 mégawatts qui sont attendus. Nous avons un prix qui est meilleur par rapport à ce que nous pouvons faire nous-mêmes sur place. C'est un des intérêts de la réalisation d'ailleurs. Ces 100 mégawatts pourront-ils suffire à en finir avec les délestages? Pas si sûr selon la Sonabel, qui se réjouit tout de même de ce manque à gagner que ces 100 mégawatts pourront combler. Parlons à présent de la campagne agricole 2018-2019 lancée officiellement le 26 mai dernier par le gouvernement. La Confédération paysanne du Faso embouche la même trompette pour inviter les producteurs à se mettre au travail et à prendre surtout en compte les consignes agrométéorologiques pour une bonne production. La CPF, par voie de presse, souhaite que la présente campagne soit meilleure pour tout le Burkina Faso. Le point de la rencontre avec les hommes de médias, avec Adama Guiti et Bouma Ernest Nebié. La Confédération paysanne du Faso, CPF, veut à travers cette conférence de presse marquer sa solidarité aux agriculteurs burkinabés pour la campagne agricole 2017-2018 écoulée, une campagne agricole qui a été déficitaire et très éprouvante pour les producteurs. Elle a été marquée par une baisse globale des rendements des produits vivriers de grande consommation et de rente, due principalement à de longues poches de sécheresse, à l'arrêt précoce des pluies, aux attaques de la chenille légionnaire et des oiseaux granivores. Cette faible performance a pour résultat le déficit céréalier estimé à 477 000 tonnes. Pour la campagne agricole 2018-2019 lancée le 26 mai dernier par le gouvernement, la CPF invite tous les agriculteurs burkinabés à s'armer de courage pour l'affronter. Elle les exhorte à tenir compte des conseils agrométéorologiques, à utiliser les engrais de qualité ainsi que des semences de variétés adaptées afin d'atteindre de hauts rendements. Le gouvernement burkinabé a affiché une fois de plus sa volonté d'accompagner le monde paysan. Pour cette campagne, il s'engage à mettre à la disposition des producteurs 8 155 tonnes de semences améliorées, 16 000 tonnes d'engrais, 27 400 unités de matériel agricole, 10 500 têtes d'animaux de trait, 5 200 outils de vulgarisation agricole et l'accompagnement de 1000 exploitations dans la gestion technico-économique agricole. Malgré tous ces efforts de l'État à l'endroit du monde paysan, beaucoup de difficultés persistent et la CPF, au cours de cette conférence de presse, a fait des recommandations à l'endroit du gouvernement et ses partenaires. Des recommandations parmi lesquelles l'adoption de mesures devant rendre les coûts des intrants de qualité abordables, la création et l'opérationnalisation du fonds de développement agricole et l'extension de l'assurance agricole à toutes les spéculations.
Autre point de l'actualité, dans la dynamique de la stratégie mondiale pour l'éradication de la peste de petits ruminants adoptée en avril 2015 à Abidjan, le Burkina Faso dispose désormais d'un plan stratégique pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants. Le nouveau cadre de référence en cours de validation est présenté aux acteurs du monde de l'élevage à Ouagadougou. Jean Zongo, Vincent Kendrebego. La peste de petits ruminants, une maladie dévastatrice qui ronge à petit feu l'économie nationale. Cette maladie animale constitue une préoccupation pour les éleveurs et selon des chiffres officiels, elle fait perdre à l'État une centaine de milliards de francs CFA par an. Pour y remédier, le Burkina Faso a initié un plan stratégique national pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants, objet de cette rencontre organisée par le département des ressources animales. C'est une maladie très dévastatrice, comme on l'a dit, très meurtrière des petits ruminants, qui a un impact économique très important. En 2008, il était déjà estimé, cet impact économique était déjà estimé à 180 milliards. Aujourd'hui, certainement, on est au-dessus de 200 milliards. Deuxièmement, vous savez que les petits ruminants, l'élevage des petits ruminants contribue beaucoup au Burkina Faso à la lutte contre la pauvreté. Parce que les pauvres, les populations vulnérables, c'est à cet élevage qu'ils ont accès. En plus de l'agriculture, c'est les petits ruminants qu'ils peuvent élever et donc subvenir à leurs besoins. Depuis lors, un processus a été engagé au niveau des pays pour bien sûr aboutir à l'adoption d'un document de telle envergure pour permettre justement d'éradiquer cette maladie également au Burkina Faso. À travers ce cadre référentiel, le ministère des Ressources animales et halieutiques veut se donner le moyen de renforcer la contribution de l'élevage à la croissance de l'économie nationale. Nous allons à Koudougou où des magistrats s'approprient la législation en matière de communication électronique et des postes. Une session de formation initiée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur les cadres juridiques de ce secteur. Des précisions avec Nongba Kouda et Oumou Sissé. Les cadres juridiques des secteurs des communications électroniques et des postes, objet d'échange entre les magistrats de la Cour d'appel de Ouagadougou et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Objectif, permettre à la quarantaine de magistrats présents de toucher du doigt les réalités de ce secteur et améliorer les procédures à l'interne de l'ARCEP afin que ces décisions ne soient remises en cause par les tribunaux. Nous recherchons une juste compréhension des textes de part et d'autre, puisque le régulateur est chargé d'appliquer les textes. Également, les magistrats ont connaissance de ces textes à travers les décisions que le régulateur viendra prendre ou à travers des actions que d'autres acteurs auront en tout cas soumettre à la justice. Au cours de ces 4 jours d'échange, les magistrats ont fait des amendements dans le but d'améliorer les textes de l'ARCEP. Les suggestions sont allées dans le sens effectivement de déjà la mise à disposition de ces textes, ce dont nous avons bénéficié ici, et aussi l'assemblage de ces textes pour en faire un document unique. Parce que lorsque vous devez aller chercher un peu partout les normes dans un même domaine, cela demande un travail supplémentaire. Mais lorsque vous les avez compilés dans un seul document, ça facilite le travail du juge. La rencontre de Koudougou est la deuxième étape des journées d'échange entre l'ARCEP et les magistrats au compte de l'année 2018, après celle de Fadangourma. Une rencontre qui a permis de passer en revue l'écosystème et la gouvernance des communications électroniques, le cahier de charges des opérateurs, les missions et attributions de l'ARCEP et le commerce électronique et la sécurité des systèmes d'information au Burkina Faso. Nous en venons à la page entretien de notre journal. Le Bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso a 40 ans d'existence. Un événement placé sous le signe de la promotion de la diversification du potentiel minier, de la production minière au Burkina Faso. Nous revenons donc sur cette actualité avec notre invité d'aujourd'hui qui est M. Narcisse Tuina. M. Narcisse Tuina est le chef de la cellule commerciale et études prospectives
du BUMIGEP. Bonjour, Monsieur Tuina. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci. Alors, le Burkina Faso est considéré comme le deuxième pays minier le plus dynamique, en tout cas en Afrique, avec plus de 45 tonnes d'or, de production industrielle d'or, et pourtant on veut désormais promouvoir la diversification de la production minière. Qu'est-ce que vous reprochez à cette monoproduction du fait? Bien, merci Madame Douaniou. Mais avant tout propos, je tenais à vous remercier au nom du président du conseil d'administration du BUMIGEP, qui est aussi le superviseur du comité d'organisation, et du directeur général du BUMIGEP, qui est le président du comité d'organisation de ces 40 ans du BUMIGEP, pour cette occasion, et par temps aussi remercier l'ensemble des médias du Burkina qui, durant cette deuxième quinzaine du mois de mai, a vraiment fait écho sur le BUMIGEP à travers justement les préparatifs de ce calendrier, que ce soit au niveau de l'audiovisuel, la presse écrite, la presse... Voilà, merci. Remerciements. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, le thème même du 40e anniversaire est évocateur et d'actualité. Parce que vous avez si bien dit que le Burkina Faso a une monoproduction. Effectivement, l'essentiel de la production d'épi est basé sur l'or. Et à part le zinc de Perquois, qui est aussi en exploitation, ou le manganèse, c'est en stand-by. Et l'État est en train de voir comment trouver d'autres opportunités ou d'autres repreneurs pour l'exploiter. Alors, si on parle d'un pays minier, la production ne doit pas se baser uniquement sur l'or, d'autant qu'il y a d'autres ressources minérales qu'on peut promouvoir et qu'on peut exploiter. Parce que le risque là, c'est quoi? C'est que ça représente depuis 2009, quand même dans la balance commerciale, l'or est le premier produit d'exportation. Mais vous savez que le coût de l'or peut chuter du jour au lendemain. Et si d'aventure ça arrivait, ça ne serait pas une bonne chose pour notre pays. Donc, il faut travailler aussi à promouvoir les autres substances minérales. Et justement, parlant de ces substances-là, qu'est-ce qu'on a à part l'or? Vous aviez parlé du manganèse. Oui. Et puis il y a le zinc. Oui, il y a le plomb, il y a le nickel, il y a aussi des traces de terre rare. Il y a, au-delà de ça, il y a même ce qu'on appelle les substances utiles, c'est-à-dire qui rentrent dans les matériaux de construction, le calcaire, où on peut faire beaucoup de choses. Et là aussi, on peut promouvoir ce secteur. D'ailleurs, c'est pour ça que les autorités, dans la dynamique de cette politique-là, mettent l'accent sur la promotion des carrières. Et comment le BUMIGEP donc, va travailler à promouvoir cette diversification de la production minière au Burkina? Bien, merci. Le BUMIGEP étant le service géologique national qui fait un travail en amont pour attirer, mais d'abord faire connaître tout ce qu'on a au niveau du sous-sol du pays, essayer de valoriser ça et mettre l'information à la disposition des opérateurs miniers, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour qu'ils puissent prendre le relais et pour pouvoir poursuivre soit leur valorisation à travers justement la création d'unités de production, et travaille justement dans le cadre de ces programmes annuels à développer cette infrastructure géologique nationale qui, comme on dit, c'est la porte d'entrée du secteur minier du Burkina Faso. Et comment ça se passe pour la prospection? Est-ce qu'il y a du potentiel? Comment vous travaillez justement à faire connaître ce potentiel-là, s'il y en a réellement? La prospection en tant que telle, elle se passe comment? Elle se fait sur la base justement sur des programmes annuels de travail du BUMIGEP. Chaque année, il y a un programme qui est établi et on a des zones où les techniciens travaillent d'abord en passant par la cartographie, après justement la prospection géochimique et aussi par d'autres méthodes telles que les méthodes géophysiques. Et c'est sur la base de ça que
les informations sont mises à jour à travers la carte des indices miniers et qui est aussi disponible au niveau du cadastre minier, qui permet au ministère chargé des mines de faire la promotion, par exemple, tel à travers le salon ce Samao. Ça, c'est vraiment des questions de promotion, mais sur la base justement de des informations dont dispose le pays. Et ce travail, c'est un travail continu, parce que on vient de terminer la cartographie à l'échelle 1 de 100 millions, couvrir tout le territoire national. Et donc, BIMIGEL va passer à d'autres programmes justement concernant la cartographie à des échelles plus grandes, à 1,50 million ou 1,100 millions, pour affiner encore. Ça permettra de mieux préciser certaines informations qu'on n'avait pas vues, soit à la cartographie à l'échelle 1 de 100 000. Et ça encore, ça va attirer ces opérateurs miniers. D'accord. Et au vu des résultats dont vous disposez, est-ce qu'il y a de l'espoir pour qu'il y ait un véritable boom minier dans les autres substances comme l'or au Burkina? Oui, c'est comme je l'ai dit, et les techniciens aussi vont vous le dire, le Burkina Faso regorge encore beaucoup de potentiel qui nécessite, qui demande à être mis en évidence. Malgré ce qui est déjà là, il y a d'autres choses qui peuvent être se découvertes et qu'il faut valoriser. Et c'est justement sur la base de ça que on va passer à la diversification, parce qu'il y aura d'autres substances qui seront mis en évidence et que des opérateurs privés vont prendre le relais, tels que ceux qui sont dans l'or, dont on aura d'autres mines pour autres choses, ou en tout cas d'autres unités de production pour d'autres substances autres que l'or. Merci M. Tuna d'être venu sur notre plateau pour nous parler des 40 ans du BUMIGEP et des défis du BUMIGEP dans la diversification de la production minière au Burkina Faso. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Le gouvernement, en conseil des ministres, annonce le retrait des enfants vivant dans la rue pour les placer dans des centres où ils pourraient être scolarisés et formés à des métiers. Mais comment compte-t-il y parvenir quand on sait l'ampleur du phénomène des enfants en situation de rue? La réponse viendra du département en charge de l'action sociale qui entend mettre en avant la concertation et l'implication effective de tous. On en sait davantage sur le sujet dans ce dossier que nous proposent Amadou Ilboudo et Vincent Kiendrebego. Eux aussi sont des usagers de la route, faufilant entre les autos et les motos. Ils ont leur boîte, ils tendent la main aux passants, parfois avec la complicité d'un parent. Les enfants en situation de rue en question, le gouvernement vient de prendre une décision les concernant. Il faut les retirer de là. Le département de Marie-Laurence Ilboudo porte le projet. La mendicité reste un délit, puni par la loi. Donc il ne faut pas que les gens pensent que parce qu'on les laisse faire, que c'est légal ou c'est normal. Ce n'est pas normal. Notre législation punit la mendicité sous toutes ses formes. Retirer les enfants de la rue, une décision importante, mais pas spontanée, car prévue depuis dans le programme présidentiel. Dans le programme du président du Faso, il est inscrit que nous devons retirer au moins 50% des enfants en situation de rue. C'est le PNDS qui le dit. C'est pour ça que nous invitons les gens à regarder le PNDS sur tous ces aspects. Certains parlent de retrait d'enfants talibés, une expression qui ne convient pas au ministre de l'Action sociale. Dans ces enfants, il y a des enfants talibés, c'est vrai, mais aussi il y a des enfants sans religion. Il y a des enfants avec d'autres religions autres que la religion des talibés. Donc il y a toute forme de personnes en situation de rue. D'où la nécessité de ne pas stigmatiser les choses, de voir le problème et de pouvoir le résoudre. Et où va-t-on les amener, ces enfants à retirer de la rue? Nous avons nos auberges et nos centres d'accueil des enfants dans cette situation, et ils sont accompagnés à l'école, ils sont accompagnés dans les centres de formation et nous les encadrons afin qu'ils soient des meilleurs adultes. Ou nous les mettons aussi dans des familles d'accueil. C'est une affaire de solidarité nationale et pour y parvenir, le ministre de la Famille veut l'implication de tous
et a déjà commencé les concertations. Nous avons pu discuter avec la communauté musulmane. Nous allons rentrer avec la communauté chrétienne, après les chefs coutumiers. Et maintenant, nous allons travailler avec les sociétés civiles qui travaillent dans ce domaine, parce qu'il y a déjà eu des acquis aussi dans ce domaine. Donc nous allons quand même capitaliser ces acquis pour en faire une action porteuse. La tendance est favorable au projet selon Laurence Ilboudo. Et si tout se passe bien, 50% de ces enfants devraient quitter ces espaces publics d'ici à 2020. Les parents ne sont pas oubliés, ils sont à l'honneur le 1er juin, une journée voulue par la communauté internationale en reconnaissance au rôle fondamental des parents dans l'éducation, l'épanouissement et surtout la protection des enfants. À l'occasion de cette journée, une de nos équipes de reportage de la RTB Gawa est allée à la rencontre d'une famille suivant Issa Kanana. Famille Somandé au secteur 3 de la ville de Gawa. Comme d'habitude, c'est une journée ordinaire qui commence dans cette famille. Déposer les enfants à l'école, une tâche que Lassane Somandé exécute tous les jours de classe avant de se rendre à son service. Pour lui, avoir une famille est une fierté pour tout être humain. En tout cas, dans notre conception africaine, la pensée de tous les jours, c'est avoir une famille. Surtout avoir ta propre famille, avoir une femme, des enfants, c'est une bénédiction. Donc, moi j'ai la chance d'en bénéficier. Je ne peux faire que dire Dieu merci et prier le bon Dieu qu'il puisse m'accompagner afin que je puisse m'en occuper. Pour ce chef de famille, l'investissement capital pour tout parent, c'est d'assurer un avenir radieux pour sa progéniture en leur inculquant certaines valeurs cardinales de la société et surtout à travers leur scolarisation. Et l'école, c'est franchement l'éclairage pour tout le monde. Aujourd'hui, moi j'ai eu la chance que mon papa m'a mis à l'école. Eh bien, là où moi je ne suis pas arrivé, j'ai l'obligation de faire de sorte que les enfants arrivent. Surtout que les enfants puissent me dépasser. S'ils ne me dépassent pas, là, il y a un problème. Mais je crois qu'avec la proximité que nous avons, on va arriver. Donc, on essaie de faire et on espère que ça va aller. Pour Lassane Somandé, la journée mondiale des parents est une aubaine, une journée d'introspection pour tout un chacun. Lorsqu'on est père, ça engage des responsabilités, une obligation partout. Il ne faudrait pas qu'on voit un enfant qui... Au quartier, lorsqu'on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lui. Et si tu es parent et qu'il arrive que tu te reproches quelque chose, il faut vite corriger. Et surtout éviter qu'à l'occasion, que toi-même tu ne dis pas non. Bon, chaque fois je n'ai pas le temps ou bien vraiment je suis à distance avec ma famille. C'est vrai que ça arrive, mais l'idéal c'est que chacun soit à proximité de sa famille. Voilà. Sinon la journée est très bien, très salutaire. Instituée en 2012 par les Nations Unies, la Journée mondiale des parents est célébrée le 1er juin de chaque année. Elle vise à rendre un hommage au dévouement des parents, à leur engagement et à leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. Un dernier mot de culture dans ce journal avec la Fédération panafricaine des cinéastes qui décide d'établir définitivement le siège du secrétariat exécutif de la FEPACI à Ouagadougou et de mettre fin ainsi à la migration de l'institution. C'est en tout cas la principale conclusion de la réunion du bureau consultatif de la Fédération à Ouagadougou. La rencontre qui passe en revue également le fonctionnement, statut et règlement intérieur se tient en prélude au prochain congrès de la FEPACI en 2019 en marge du 50e du FESPACO Girasso Mekadi Sanogo. Les cinéastes du continent africain et de la diaspora membres de la FEPACI se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour la réunion du bureau exécutif et consultatif. Pendant 4 jours, ils ont fait l'état des lieux de l'organisation qui rencontre actuellement des difficultés. La révision des statuts et règlements intérieurs était aussi à l'ordre du jour. La grande conclusion de la rencontre a été d'établir définitivement le siège du secrétariat exécutif à Ouagadougou. Nous avons décidé d'arrêter la migration et de nous établir définitivement à Ouagadougou. Nous avons le siège fédéral ici et nous avons tiré les leçons en ce sens que les années passées ici à Ouagadougou avec Gaston Kaboulé comme secrétaire général ont été les meilleures années de la fédération en termes d'action, d'initiative, de perspective. Les participants ont aussi fait le point des projets et programmes réalisés par la FEPACI. Nous sommes arrivés donc à faire un partenariat avec l'UNESCO et la Film Foundation de Martin Scorsese
autour de la restauration de nos films. Les films sont en train d'être restaurés. Et à l'ouverture, nous avons montré un de ces films restaurés, Soleil Haut, de Med Ondo. Donc nous avons 50 films que nous allons restaurer. Nous allons vers un fundraising pour essayer donc de recueillir suffisamment d'argent pour les différents projets. Nous avons aussi une association que nous mettons en place pour la défense des droits d'auteur, des scénaristes et des réalisateurs. Cette rencontre a permis de donner un nouveau souffle à l'organisation panafricaine qui traverse une zone de turbulence. Rendez-vous est pris pour le prochain congrès prévu en 2019 lors du cinquantenaire du FESPACO. Hors de chez nous, le sommet Trump-Kim aura finalement bel et bien lieu le 12 juin prochain à Singapour, un sommet qui avait été annulé la semaine dernière par Donald Trump. Le président américain a reçu une lettre du leader nord-coréen des mains de son envoyé spécial, le général Kim Jong-chol, à la Maison-Blanche. Une semaine après avoir annulé la rencontre, Donald Trump a finalement confirmé que le sommet avec Kim Jong-un aurait bel et bien lieu. Un énième retournement de situation à l'issue de longs pourparlers diplomatiques et d'une rencontre avec le bras droit du dirigeant nord-coréen à la Maison-Blanche. Le président américain s'est dit confiant et prédit un processus couronné de succès. Vous les journalistes, vous allez devoir voyager car vous serez à Singapour le 12 juin. C'est le début d'un processus. Je n'ai jamais dit que ce serait réglé en une réunion. Notre relation va se construire au fur et à mesure et c'est très positif. La veille de cette annonce, Kim Jong-un avait déclaré vouloir aller, je cite, vers une dénucléarisation de la péninsule étape par étape. Pour les États-Unis, c'est la condition sine qua non à la levée des sanctions imposées à Pyongyang. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Un très bon week-end à tous et à toutes.